Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, je suis donc avec Christian Gérondeau pour son nouveau livre, Les 12 mensonges du GIEC, c'est très difficile à prononcer, Les 12 mensonges du GIEC aux éditions L'Artilleur. Mais avant de commencer, comme d'habitude, je vais répondre à la question que Sarah m'a posée dans les commentaires. Sarah Fréchy me demande si j'ai une blague sur le réchauffement climatique. Eh bien non, Sarah. En fait, j'avais une blague sur la clim, mais ça risque de jeter un froid. Donc, on va tout de suite passer à notre discussion avec Christian Gérondeau. Alors, Christian Gérondeau, bonjour, bienvenue. Bonjour. Je vais vous laisser vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, savoir quel est votre parcours et pourquoi vous pouvez nous parler aujourd'hui du rapport du GIEC. Mon parcours a été assez long. Moi, je suis ingénieur de formation au départ. Dans les temps anciens, j'ai été monsieur sécurité routière. Je me suis donc occupé de la limitation de vitesse sur les routes, du port de la ceinture de sécurité. Mais ça, c'est très vieux. Et depuis quelques années, je me suis reconverti, si je peux dire, dans l'étude des problèmes du climat. Et là, j'ai été de surprise en surprise parce que je m'aperçois que ce qu'on entend tous les jours, ce qu'on considère comme une vérité révélée, ne l'est pas du tout. Et c'est ce qui m'a incité à écrire ce livre. Le GIEC, vous savez, c'est l'organisme officiel des Nations Unies qui nous explique que tout va mal. Et puis, j'ai un peu décortiqué leurs publications, et moi, je suis arrivé à la conclusion contraire, qu'il n'y avait pas du tout lieu de s'affoler, et qu'en fait, ce qu'on nous racontait n'était pas vrai. Et puis, je me suis arrêté à 12 contre-vérités, 12 mensonges. J'aurais pu aller plus loin, mais 12, c'est déjà pas mal. À commencer par le fait que le climat nous conduirait à la catastrophe, alors que ce n'est pas vrai du tout. Alors ça, c'est quelque chose qu'on voit dans le dernier rapport du GIEC, qui est encore plus alarmiste que les précédents rapports. Pour lui, par exemple, en Europe, d'ici 2050, il y aura 30 000 morts par an à cause du réchauffement climatique, dont 4 000 morts par an en France à cause du réchauffement climatique. Il parle aussi de pertes agricoles gigantesques liées aux sécheresses, et il dit que c'est arrivé dans les 50 dernières années et que ça va empirer dans les 50 prochaines années. Et puis, il parle aussi de la montée des eaux qui serait tellement importante qu'elle risquerait de poser des problèmes à des villes comme Bordeaux. Et pour contrer tout ça, en fait, le GIEC propose une chose, c'est de réduire encore nos émissions de gaz à effet de serre, et notamment de CO2. Et grosso modo, il dit que d'ici 2050, il faut qu'on divise par 2 nos émissions de CO2. Et vous avez justement l'idée contraire en disant que le CO2, ce n'est pas un problème et que de toute façon, même si c'est un problème, on ne peut rien faire. Donc je vous laisse vous exprimer votre pensée là-dessus. Oui, vous avez très bien résumé. Le CO2 s'est présenté comme l'ennemi absolu. Mais qu'est-ce que c'est que le CO2 ? Le CO2, c'est un produit qui émane de l'utilisation du pétrole, du charbon et du gaz naturel, ce qu'on appelle les énergies fossiles. Premièrement, est-ce que c'est possible de s'en passer ? Alors, à la limite, on pourrait dire, oui, nous les pays riches, on va faire de gros efforts pour ne plus utiliser ni pétrole, ni charbon, ni gaz naturel. On n'y arrivera pas, mais enfin, on peut toujours le dire. Mais ce n'est pas nous qui comptons aujourd'hui, c'est les pays en développement. C'est eux qui produisent les 2/3 du CO2. Et qu'est-ce qu'ils nous disent, ces pays ? Qu'est-ce qu'ils ont dit au GIEC ? Ils ont dit, mais attendez, nous, on en a besoin. On n'a pas d'électricité, on a des rendements agricoles qui sont faibles, on n'a pas de voiture, on n'a pas de camion, on veut se développer et on ne se développera pas si on ne peut pas utiliser le charbon qu'on a dans notre sous-sol, le gaz naturel et le pétrole. Et qu'est-ce qui se passe ? Il se passe, ça fait 30 ans qu'on nous dit qu'il faut réduire les émissions de CO2 de la planète, parce que c'est un problème planétaire, et ça fait 30 ans qu'elles se développent et qu'elles vont continuer à se développer, pas du fait des pays riches, des pays développés, mais du fait des pays en développement, des pays pauvres. Allez demander aux Indiens s'ils veulent se passer d'électricité, alors que nous, on en a l'électricité, ils vous répondront non. Demandez-leur ensuite comment ils peuvent faire leur électricité. Ils vont dire on a beaucoup de charbon dans notre sous-sol,
la seule méthode réaliste pour faire beaucoup d'électricité, c'est d'utiliser notre charbon. Le président indien, l'an dernier, a ouvert 150 mines de charbon. Alors, le GIEC peut raconter ce qu'il veut, il peut raconter qu'il ne faut plus émettre de CO2, ça va continuer comme dans le passé, il va y en avoir de plus en plus parce que les pays en développement en ont besoin, et ce n'est pas grave du tout. Au contraire, s'il n'y avait pas de CO2, il n'y aurait pas de vie sur la Terre. Il faut savoir qu'on a tous appris ça à l'école. La photosynthèse, c'est l'action des rayons du soleil sur le CO2. C'est ça qui permet d'avoir des plantes. Et puis avec les plantes, on peut nourrir les animaux. Donc sans CO2, il n'y aurait pas de vie sur Terre. Avoir réussi à présenter quelque chose qui est positif, c'est-à-dire le CO2, comme une catastrophe, voilà un exploit tout à fait remarquable, mais malheureusement un très mauvais exploit de la part de cet organisme qui s'appelle le GIEC. D'accord. Et le fait que la France ou les pays développés réduisent leur consommation de CO2, ça n'a pas d'influence sur le CO2, sur les émissions globales. C'est ce que vous nous dites. Que ça a une influence complètement négligeable, puisque l'essentiel, les 2/3 aujourd'hui, et demain ce sera les 3/4, puis les 4/5, c'est normal, ils ont beaucoup plus d'habitants que nous. Les 2/3 des émissions de CO2 viennent des pays en développement qui ont dit, il y a une réunion à la fin de l'année dernière, ils ont dit à Glasgow, grosso modo, fichez-nous la paix, on utilisera ce qu'on a dans notre sous-sol. Vous pouvez raconter ce que vous voulez. Nous, on a des enfants qui meurent parce qu'ils sont dans la pauvreté, on ne veut plus qu'ils meurent. Donc, on n'y arrivera pas. Et puis, il y a un deuxième facteur qui est complètement oublié. C'est que ce que nous émettons chaque année, supposez même qu'on puisse le diviser par 2, ce n'est rien, je dirais c'est peanuts par rapport à la masse du CO2 qui est déjà dans l'atmosphère. C'est celle-là qui compte. Il y a les chiffres, il faut en donner un, j'en donne un, 3200 milliards de tonnes de CO2 existent dans l'atmosphère, et nous, par exemple la France, si on en émet 300 millions de tonnes, vous voyez, par rapport à 3 milliards 200 millions, ça n'aura aucune espèce d'importance. Nous n'y pouvons rien. Donc, c'est un phénomène extrêmement bizarre que cette lubie qui s'est emparée de la planète depuis 30 ans et qui s'explique parce que les gens qui ont pris le pouvoir et qui ont toujours le pouvoir, par exemple aux Nations Unies, ne sont pas des scientifiques, ce sont des idéologues, des gens qui pensent, qui sont persuadés que l'homme est mauvais par nature. Que fait l'homme aujourd'hui? Il utilise les énergies fossiles. Les énergies fossiles émettent du CO2, donc le CO2 est mauvais. Il n'y a rien d'autre. Et en réalité, c'est entièrement faux. Et quand on nous parle de hausse de température que vous avez évoquée, il faut quand même savoir qu'entre Lille et Marseille, en moyenne, il y a 5 degrés de différence, et que là, on va nous parler de dixième ou de centième de degré de différence. Et on nous dit que c'est une catastrophe. C'est de l'invention. D'accord. Mais donc, pour vous, il y a pas pour vous, les énergies fossiles, ce n'est pas un problème. C'est une solution. N'oublions pas que nous sommes des pays riches. Pourquoi? Grâce aux énergies fossiles. La révolution du 19e siècle, ça a été le charbon, la machine à vapeur, et puis est venue l'essence, maintenant le gaz naturel. Si on ne les avait pas, on serait dans l'extrême pauvreté. Et l'actualité est cruelle, mais elle nous la rappelle en ce moment. Regardez ce qui se passe avec l'Ukraine. L'Europe tremble. Tremble pourquoi? Parce que si on n'a pas le gaz russe et si on n'a pas le pétrole russe, on est dans une très mauvaise situation. On voudrait une démonstration du fait qu'on ne puisse pas se passer d'énergie fossile, on la trouverait là, et c'est une cruelle démonstration. Mais ces énergies fossiles ne risquent pas de s'épuiser, parce que ça, c'est quelque chose qu'on entend aussi très régulièrement. Alors, on l'entend depuis le Club de Rome, donc c'est pas récent. Club de Rome, c'est 1972. Mais est-ce qu'on ne va pas arriver à un moment où on aura épuisé ces énergies fossiles? Oui, bien sûr, ça arrivera. Mais vous avez très bien fait de rappeler le calendrier. Ça fait 50 ans qu'on nous dit qu'il n'y en aura plus dans 5 ans ou dans 10 ans. Et aujourd'hui, on en a en réserve prouvé beaucoup plus que ce qu'on avait il y a 50 ans. Combien de temps vont-elles durer?
les réserves prouvées de pétrole et de gaz, c'est 50 ans. Mais ce qu'on appelle les réserves prouvées, c'est celles qu'on a cherchées. Il y en a beaucoup qu'on n'a pas encore cherchées parce qu'il n'y en a pas besoin. Ça ne servait à rien. Vous savez, les compagnies pétrolières, elles ne dépensent pas de l'argent pour rien. Elles ne vont pas chercher du pétrole si elles n'en ont pas besoin. S'il y avait quelque chose à pronostiquer, je dirais qu'il y en a pour 150 ans. Bon, c'est très bien de se préoccuper de ce qui se passera dans 150 ans, mais préoccupons-nous d'abord des enfants qui vivent en Afrique ou ailleurs et qui sont dans la pauvreté parce qu'ils n'ont pas accès aux énergies fossiles. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Oui, puis nos successeurs dans 150 ans auront peut-être des nouvelles sources d'énergie et vous savez, absolument. Il y a un proverbe, les promesses à long terme n'engagent personne. Ou bien ceux qui les font ne seront plus là, ou bien c'est ceux qui les entendent qui ne seront plus là. Donc, oui, allez-y. Pardon. Et cette idée alors d'énergie renouvelable, puisque c'est un peu ce que veulent le GIEC, c'est aussi ce dont nous parle Emmanuel Macron ou Angela Merkel. Enfin, Angela Merkel n'est plus aux affaires, mais c'est ce qu'elle a enclenché en Allemagne, c'est ce dont on entend parler beaucoup même aux États-Unis. Est-ce que cette promesse des énergies renouvelables est quelque chose de tenable, selon vous, quelque chose qui peut effectivement remplacer à plus ou moins long terme les énergies fossiles actuelles? C'est surtout une incroyable escroquerie, parce que les énergies renouvelables, soyons clairs, ça c'est un joli terme, mais la réalité c'est quoi? C'est ou les éoliennes ou les panneaux solaires. Mais les éoliennes, ça marche que quand il y a du vent. Et les panneaux solaires, ça ne marche que quand il y a de l'électricité. Ça ne marche pas la nuit, par exemple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas compter sur elles. Vous imaginez que les usines Volkswagen en Allemagne ou les usines Renault en France vont fermer quand il n'y a pas de vent. Et on ne sait pas stocker l'électricité. Il n'y a aucun moyen de stocker l'électricité. Donc, les énergies renouvelables, ça ne fait d'abord que de l'électricité. Bon, ça ne fait pas de gaz, ça ne fait pas du pétrole, ça fait de l'électricité et de l'électricité par moment. Comment est-ce qu'on a pu faire croire qu'on pourrait remplacer les énergies que j'appellerais permanentes, qui sont les énergies fossiles, ou aussi, il ne faut pas l'oublier, l'énergie hydraulique ou l'énergie nucléaire pour l'électricité? Comment est-ce qu'on a pu faire croire qu'on allait remplacer les énergies permanentes par des énergies intermittentes, aléatoires? Vous savez, c'est comme le restaurant. Vous avez des restaurants qui sont très bons, et un restaurant qui vous dirait, ben oui, moi j'ai une excellente cuisine, mais je serai peut-être ouvert entre 2 et 3 heures du matin, mais je ne peux pas vous le promettre. Mais il y a très peu de chances que je sois ouvert entre midi et 14 heures. Mais on se moque du monde. Comment peut-on faire croire qu'on va faire fonctionner nos économies que quand il y a du vent ou que quand il y a du soleil? Eh bien, c'est ce qu'on a réussi à faire croire. Et c'est ce qu'a cru Mme Merkel, c'est ce que croit M. Macron, qui n'y connaissent absolument rien. Ce n'est pas un reproche à leur faire, ce n'est pas leur métier. Mais comment ont-ils pu gober une idiotie aussi éminente que celle-là? Alors, quel est le résultat? Quand on a dit, il y a une dizaine d'années, on a dit qu'il faut remplacer les énergies fossiles par les énergies renouvelables. À l'époque, ces fameuses énergies, les éoliennes et les panneaux solaires, elles fournissaient 0,5% de l'énergie consommée par la planète. Depuis, ça fait une dizaine d'années, on a dépensé 3 000 milliards d'euros pour couvrir des pays entiers d'éoliennes et de panneaux photovoltaïques. Et on en est à combien? On en est à 2,5% de l'énergie nécessaire à la planète. Et on nous dit que dans 2050, on fonctionnera uniquement avec des énergies renouvelables. Aujourd'hui, mais qu'est-ce qui reste? Il ne reste même pas 20 ans, 30 ans. On en est à 2,5%. Et de toute manière, ça ne résoudra jamais le problème, parce que qu'est-ce qu'on fera quand il n'y aura pas de vent et pas de soleil? Mystère. Oui, on rallumera les centrales à charbon comme l'Allemagne. C'est un des 12 mensonges que je dénonce dans ce livre, qui est simplement un examen des faits et auquel j'aimerais bien avoir une réponse. Parce que là, j'attaque le GIEC, c'est un organisme officiel, je dis que ce sont des menteurs. J'ai un grand espoir, mais malheureusement, il sera déçu, ceux qui m'attaquent devant les tribunaux. Là, ce serait le triomphe, mais vous inquiétez pas, comme d'habitude, ils se tairont. Mais alors, parmi les 12
mensonges du GIEC, là, de votre livre, donc, qui est paru, je le répète, aux éditions L'Artilleur. Quels sont les autres mensonges que vous montrez dans le Écoutez, livre? il y en a tellement que. Ben, il y en a pas tellement. Là, il y en a une douzaine. Bon, on ne va pas les passer tous en revue, mais j'en donnerai un qui est également absolument époustouflant. La montée de la mer. Alors, la montée de la mer, tout le monde est persuadé que c'est extrêmement grave. Vous avez dit tout à l'heure que le port de Bordeaux va être rayé de la carte. Moi, Oui, oui, ils sont très inquiets pour Le Havre et Bordeaux notamment. Pour Le Havre et Bordeaux. Alors, chacun de son goût. Moi, j'aime beaucoup Bordeaux. C'est une ville magnifique. Je serais désolé, mais je peux rassurer les Bordelais et les Havrais. Il n'y a aucun risque. Pourquoi? Parce que la mer ne monte pas. Alors, vous allez dire, ben, non, c'est pas possible, quelqu'un qui ose raconter ça. Et en fait, les rapports du GIEC donnent les chiffres. Ils disent la mer monte de 3 millimètres par an. Alors, 3 millimètres, moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit, il y a une faute de frappe. C'est pas possible, parce que 3 millimètres par an, au bout de 10 ans, ça fait 3 centimètres. Et puis même au bout de 50 ans, ça fait 15 centimètres. Et quand vous avez une tempête, les vagues font 10 mètres. Et puis quand il y a une grande marée, c'est encore 8 à 10 mètres. Et ça va changer de 3 centimètres au bout de 10 ans, et ça va rayer des villes de la carte. Mais on se fiche de qui? C'est pas une montée des eaux, c'est même pas une vaguelette, c'est une petite risée, c'est rien du tout. 3 millimètres, c'est pas moi. Alors bien entendu, je l'ai pas cru le chiffre, mais j'ai vérifié 4 fois. C'est les rapports officiels du GIEC et qui vous disent en conclusion la mer va monter de 15 mètres. Alors vous faites le calcul, vous dites si monte de 3 millimètres par an pour que la mer monte 15 mètres, il faut 5000 ans. Bon, 5000 ans, je suis assez rassuré. Personnellement, ça ne me touche pas beaucoup. Mais c'est pour montrer l'étendue du mensonge. Et c'est là un mystère. Comment se fait-il que ces organismes aient réussi à prendre le pouvoir? Je l'explique dans ce livre. En réalité, c'est beaucoup les Verts allemands qui sont au pouvoir aux Nations Unies. Et les Allemands, on les connaît, hein, ce sont des romantiques, ce sont des gens, c'est pas des cartésiens, c'est pas des gens qui sont logiques, et ils sont persuadés que l'homme étant mauvais, le monde va à la catastrophe. Ils interprètent tous les faits et ils les déforment complètement jusqu'à nous dire que une hausse de la mer de 3 millimètres va engendrer des catastrophes parce que, in fine, elle va monter de 15 mètres. Voilà où on en est. C'est peut-être un des exemples les plus frappants de ce que j'appelle les mensonges. Mais en principe, au GIEC, ce sont des scientifiques, des gens qui sont en tout cas reconnus dans la sphère climatique. Du coup, comment ça se fait que des gens reconnus puissent avoir comme ça des avis qui sont très tranchés? Là, vous parliez de la montée des eaux de 3 millimètres par an, qui finalement donne 15 mètres, mais au bout de 5000 ans, donc c'est pas tellement le... Comment peut-on arriver à ces résultats-là, alors que ce sont des scientifiques quand même au GIEC qui savent faire des mathématiques comme nous, quoi, qui savent faire des multiplications aussi basiques, hein. Eh bien non, ce ne sont pas des scientifiques. Ce ne sont pas des scientifiques et on en a une preuve. C'est un des mensonges que je dénonce, puisque vous parlez des mensonges. On en a une preuve dans l'intitulé du GIEC. Parce que le GIEC, c'est la traduction française. Le titre anglais, c'est IPCC. Alors, je vais le dire en anglais. Intergovernmental Panel on Climate Change. Groupe intergouvernemental sur le changement climatique. Où est le mot expert? Il n'y a pas le mot expert. C'est un groupe de gouvernement. Groupe intergouvernemental. Et pour me montrer le degré comment dirais-je, de malfaisance de cet organisme, dont toutes les traductions, y compris la traduction française, ils ont mis le mot expert. En fait, c'est des diplomates qui représentent les gouvernements, qui n'y connaissent rien. Et le simple fait qu'il n'y ait pas le mot expert dans le vrai titre et qu'il l'ait mis dans toutes les traductions,
aboutit au résultat de ce que vous venez de me dire, à savoir que ce sont des experts. Ce ne sont pas des experts. Attendez, ils prennent des décisions lors de votes où il y a 195 pays représentés, excusez du peu. Vous pensez que les 195 pays, dans leurs assemblées générales, quand ils envoient des représentants, ils envoient des experts? Vous pensez que le Zimbabwe a des experts en climat? Pas du tout. C'est les représentants diplomatiques qui se prononcent sur des rapports qui ont été préparés par des experts, parce qu'ils font travailler des experts, mais les conclusions qui sont votées n'ont aucun rapport avec les rapports. Ça paraît tellement énorme ce que je vous dis que vous n'êtes pas forcé de me croire, mais j'en apporte la preuve dans mon livre. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Alors les rapports, personne ne les lit. Ils font entre 1000 et 3000 pages, illisibles, en anglais uniquement. Et vous pensez que les représentants de 195 pays, qui sont des diplomates, ont un avis quelconque sur ces rapports? Ils n'ont aucun avis, mais comme on leur dit c'est des rapports d'experts, ben, ils votent pour. Et voilà le mécanisme, c'est un mécanisme à la soviétique. C'est comme ça que ça fonctionnait du temps de Staline avec Lysenko. Et ceux qui osaient dire que la science officielle n'était peut-être pas véritablement crédible, ben à l'époque, ils terminaient plutôt en Sibérie. Alors heureusement, là en ce moment, il n'y a plus de Sibérie. Il n'y a plus non plus les bûchers qu'il y avait au Moyen-Âge, mais sans ça, je ne pourrais pas vous parler, c'est bien clair. Mais alors, du coup, quel est l'intérêt du GIEC, du groupe donc, qui rédige ces rapports, pas les rapports, pardon, les conclusions? Oui. Quel est son intérêt? C'est purement idéologique, c'est purement de la religion, ou il y a un autre intérêt? C'est une religion. C'est une religion qui a des similitudes, vous savez, avec les religions traditionnelles. Dans les religions traditionnelles, vous aviez le paradis, tout allait bien. L'homme est arrivé, ben, il a péché. Et puis ensuite, il faut que l'homme se repente. Et s'il ne se repent pas, il ira en enfer. Mais c'est exactement la même chose. Avant l'homme, la nature, la planète allait très bien. L'homme a dégradé la planète, notamment en utilisant les énergies fossiles. Il faut qu'il se repente. Et s'il ne se repent pas, c'est la Terre qui devient l'enfer. Vous avez un parallélisme absolument total. Et alors, le plus curieux, c'est que vous avez énormément, dans les postes clés, vous avez beaucoup d'anciens religieux, des jésuites, des dominicains qui ont changé de religion et qui sont passés à la religion écologiste. Et puis, vous avez un exemple qui va tout au sommet. Écoutez, le pape François, vous ne faites aucune différence entre ce qu'il dit et ce qu'il écrit et les rapports du GIEC. C'est les mêmes. Donc, c'est un phénomène de nature religieuse. Et c'est la difficulté. C'est qu'on peut lutter contre beaucoup de choses. Lutter contre les religions, c'est beaucoup plus difficile, surtout quand on n'emploie pas les arguments, les seuls finalement qui peuvent les contrer, qui sont les arguments chiffrés, ou quand vous dites ben, le millimètre, c'est pas la même chose qu'un centimètre, c'est pas la même chose qu'un mètre, mais ça personne n'écoute, puisque tout le monde vous dit, mais tous les scientifiques sont d'accord, écoutez ce que dit le GIEC. Et la boucle est bouclée. Alors heureusement, on va en sortir. Enfin moi, sans ça, je n'écrirai pas ces livres. Je pense qu'on va arriver à en sortir quand on se rendra compte des conclusions auxquelles mènent ces rapports. J'en cite une dans mon livre, la voiture électrique. Ben, la voiture électrique, ça ne marchera pas. Parce qu'une batterie, ça pèse 300, 500 kilos. On n'a pas les matériaux pour les faire. Ça vous conduit à quelques 300 kilomètres si vous roulez lentement. Si vous allez sur autoroute et que vous avez un peu de vent de face, avec une voiture électrique, vous ferez 100 kilomètres ou 150, hein, mais pas plus. Donc, ça va s'effondrer, cette espèce, comment dirais-je, de mythe dans lequel nous sommes, ça s'effondrera. Mais ça nous coûtera très, très cher d'ici là. Et surtout, ça coûtera très cher aux pays pauvres, parce qu'on leur interdit, par exemple, de construire des centrales à charbon pour avoir de l'électricité. Et ils ont besoin d'électricité, ne serait-ce que pour sauver leurs habitants. D'accord. Très bien. Alors, peut-être une dernière question, parce que, donc j'ai bien compris l'idée que le GIEC est un groupe bon, religieux, je n'irai pas jusqu'à dire religieux, mais
mais voilà, qui a une croyance et qui s'appuie sur une croyance et pas sur des faits tangibles et réels. Et qui n'est pas composé d'experts. Il y en a quelques-uns, mais majoritairement, c'est des représentants diplomatiques des 195 pays de la planète. Et encore une fois, ce ne sont pas des scientifiques, contrairement au titre mensonger parce que c'est amusant, j'ai regardé le titre français, c'est groupe d'experts. Bon, encore une fois, c'est pas écrit du tout dans le vrai titre. Et puis j'ai regardé les traductions en espagnol, en russe, en arabe, non, ça j'ai pas pu voir, mais dans toutes les langues que j'ai pu voir, ils ont mis le mot expert, alors qu'il n'est pas un groupe d'experts. C'est pour vous donner une idée de la perversion des gens qui sont au pouvoir dans ces organismes, et ça ne s'explique que par des convictions qui finalement sont des convictions irrationnelles d'ordre religieux, qu'on peut respecter ou ne pas respecter, mais qui n'ont rien à voir avec la science. Et pour vous, les gouvernements français, allemands ou autres, américains notamment, suivent ce genre de recommandations et suivent le GIEC parce qu'ils ne savent pas ou parce qu'ils font confiance? Parce qu'on peut imaginer qu'autour de Joe Biden ou autour d'Emmanuel Macron, il y a quand même des sachants. Il y a des scientifiques de très bon niveau qui sont capables de leur dire non, ça c'est n'importe quoi. Donc pourquoi est-ce qu'ils suivent ce genre de rapport et pourquoi ils le mettent aussi haut même dans leur discours? C'est porté au pinacle sans arrêt. Oui, parce que qui n'entend qu'une cloche n'entend qu'un son. Regardez comment sont composés les conseillers de M. Biden. Ce n'était pas la même chose de M. Trump, hein, mais de M. Biden, de M. Johnson, de M. Scholz, de M. Macron. Il y a une chasse aux sorcières que vous ne pouvez pas imaginer. Personnellement, moi, je peux leur écrire, je peux leur demander qu'ils m'écoutent. Il n'y a aucune chance que je reçoive une réponse. Tout est verrouillé. Il y a uniquement, dans tous ces groupes, qui regroupent des centaines de personnes, des gens qui sont convaincus par cette croyance de nature religieuse. Et si vous avez un moyen de me faire rentrer dans ces groupes, je suis tout à fait partant. Mais je ne reçois même pas de réponse quand j'envoie une lettre. Et il y a des prix Nobel qui sont exactement dans la même situation. C'est tout à fait extraordinaire. Vous avez à l'Académie des sciences françaises au moins 30% des académiciens qui vous diront la même chose que moi. Ils ne sont pas audibles. Et chaque fois qu'il y a une réunion officielle, ils sont éliminés ou bien on ne parle pas de leur point de vue. C'est un mécanisme qui a été verrouillé. Il finira par sauter, j'en ai la conviction. Il sautera devant les faits et puis il sautera parce qu'il y a des gens, parce que je ne suis pas seul du tout. En France, vous avez des associations. Il y a une association qui s'appelle l'Association des climato-réalistes qui comporte des centaines de scientifiques. Mais pour passer à la radio ou à la télévision ou pour passer sur les réseaux sociaux, merci, eh bien, je vous assure qu'il faut faire beaucoup d'efforts pour pratiquement pas de résultats parce qu'on ne vous croit pas. Parce que quand vous dites quelque chose qui va à l'encontre de ce que disent les Nations Unies, de ce que disent cet organisme, le GIEC, les académies des sciences et tous les gouvernements, vous n'êtes pas crédible. Vous savez, c'était Descartes qu'on a un peu oublié en France. Autrefois, on était le pays de Descartes et qui disait « Quand une vérité est quelque peu difficile à découvrir, il serait étonnant que tout un peuple l'ait rencontrée. » Alors, c'est très bien dit, mais ça veut dire que si vous dites quelque chose qui est vrai et que tout le monde dit le contraire, c'est pas très facile d'être entendu. Mais encore une fois, je ne suis pas seul et je pense qu'en France comme à l'étranger, le bon sens finira par triompher. Qu'est-ce que c'est que le bon sens? C'est on ne peut pas se passer du gaz, du pétrole et du charbon tant qu'on en a. On en a probablement pour 150 ans. Et ceux qui nous disent qu'on peut s'en passer sont complètement irréalistes et seront démentis par la réalité. Voilà la réalité. Très bien. Eh bien, Monsieur Giraudot, je vous remercie. Je rappelle votre livre « Les 12 mensonges du GIEC » aux éditions L'Artilleur. Voilà, montre-le bien. Et comme de tradition dans mon émission, on va se quitter avec un dicton. Le dicton, c'est « Si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté et ceux qui te pompent de l'autre, tu as la clim gratuite. » Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis
À très bientôt. Et merci.